février 1943. Stalag 354, Afrique du Nord. Le cuisinier militaire allemand, capturé, l'Oberfeldwebel, Karl Müller, regardait avec incrédulité les soldats américains décharger des palettes de farine, de sucre de café et de viande provenant d'un convoi de camions de ravitaillement vers Olive. Après 14 mois passés à nourrir l'Afrique à corps, avec des rations de plus en plus maigres, ce boulanger de 37 ans, originaire de Munich, ne pouvait comprendre l'abondance désinvolte qui se déroulait sous ses yeux. Les Américains déchargeaient en une seule livraison plus de nourriture que sa cuisine de campagne n'en avait reçu pendant tout le mois précédent. Dans l'ensemble des camps de prisonniers, alliés en Afrique du Nord cet hiver-là, 283 cuisiniers et boulangers militaires allemands allaient vivre la même désorientation. Ces hommes formés dans le système rigide et hiérarchisé de l'alimentation de la Wehrmacht allaient se confronter à une réalité culinaire qui contredisait tout ce que la propagande nazie leur avait appris sur l'inefficacité et le désordre américain. Ils découvrirent une armée qui nourrissait son plus simple soldat, avec les mêmes calories que son plus haut général, où le gaspillage valait mieux que la pénurie, et où la frontière entre nourrir les prisonniers et nourrir les gardes allait bientôt s'effacer jusqu'à devenir méconnaissable. Vous recuisinerez d'ici la semaine prochaine, informa à Müller le lieutenant américain, par l'intermédiaire d'un interprète. Cette simple déclaration violait tout ce que le cuisinier allemand avait été préparé à attendre de la captivité. L'entraînement nazi l'avait préparé à la famine, au travail forcé, dans des tâches non culinaires ou à l'exploitation. Au lieu de cela, dans les 72 heures suivant sa reddition, on l'interrogeait sur son expérience professionnelle et ses spécialités culinaires. Les archives militaires confirment qu'en mars 1943, l'armée américaine avait identifié et enregistré 83% du personnel culinaire allemand capturé. Ces individus furent systématiquement interrogés sur leur formation, leur expérience et leur spécialité. Les Américains ne recueillaient pas seulement des renseignements, ils menaient de véritables entretiens d'embauche. La Wehrmacht, grâce à sa documentation méticuleuse des spécialités professionnelles, permit aux administrateurs américains d'identifier rapidement dans les dossiers du personnel capturé les spécialistes qualifiés du service alimentaire. Le traitement initial des cuisiniers allemands capturés comprenait des examens médicaux, la désinfection, et fait le plus surprenant pour les prisonniers des repas copieux. Le sergent James Dennis, officier de la cantine de la 1re division d'infanterie, nota dans son journal de campagne « Les cuisiniers allemands observent nos files de service avec une stupéfaction non dissimulée. Ils n'arrêtent pas de demander si c'est un traitement spécial. Nous devons leur répéter sans cesse que c'est la distribution standard. » Karl Müller et 24 autres cuisiniers allemands furent d'abord servis non employés. Ils regardèrent le personnel américain préparer et distribuer des repas contenant environ 3400 calories par jour, soit presque le double de ce que les soldats allemands de première ligne recevaient pendant les derniers mois en Afrique. Les cuisiniers allemands consignèrent avec étonnement dans leurs lettres, plus tard censurés, mais conservés dans les archives des détails surprenants, des œufs frais qu'ils n'avaient pas vus depuis des mois, du café avec du vrai sucre du pain, fait de farine blanche, au lieu des substituts grossiers, désormais courants dans l'armée allemande. Ce qui avait commencé comme une curiosité professionnelle devint pour eux leur première leçon sur la puissance industrielle américaine. Le camp de traitement temporaire disposait de 5 fourneaux de campagne à 10 brûleurs, de 3 chauffe-eau de 250 gallons de 2 pétrins mécaniques
et d'unités de réfrigération fonctionnant malgré la chaleur nord-africaine. Du matériel qui, dans l'armée allemande, aurait été réservé au quartier général d'une division entière, était ici affecté à un seul régiment américain, le 8e jour de captivité. Le premier lieutenant Paul Hendris, officier de la cantine originaire du Nebraska, réunit les cuisiniers allemands. Par l'intermédiaire d'interprètes, il leur expliqua qu'ils seraient intégrés aux opérations de cuisine du camp, non pas comme travailleurs forcés, mais comme collègues professionnels. Selon de nombreux témoignages de prisonniers, cette annonce fut accueillie avec incrédulité. La hiérarchie de la Wehrmacht avait toujours séparé strictement les rations des prisonniers de celles des gardes. La proposition américaine demandant à des cuisiniers allemands de préparer les repas pour l'ensemble du camp prisonnier et gardes confondus paraissait tout simplement impossible. Cette intégration systématique du personnel culinaire ennemi dans les opérations alimentaires de l'armée américaine allait devenir l'un des programmes de rééducation les plus insolites et les plus efficaces de la guerre. Les mathématiques de la distribution démocratique de la nourriture s'écriraient dans le pain et le ragoût dans la taille des portions et la manière de servir, révélant une éthique militaire américaine qui considérait la stratification allemande non comme une nécessité militaire, mais comme une contrainte artificielle. La cuisine allait devenir un champ de bataille idéologique où les cuisiniers militaires allemands se confronteraient à la démocratie américaine sous sa forme la plus fondamentale, le repas partagé. Avril 1943, Camp Blanding, Floride. Les surfaces en acier, inoxydables polies de la cuisine industrielle, brillaient sous les lumières fluorescentes, tandis que le Feldwebel Vermit fixait le pétrin mécanique, capable de traiter 90 kilos de farine en une seule fournée. Dans les cuisines de campagne de la Wehrmacht, il avait pétri le pain à la main pendant des années, développant des avant-bras comme des câbles d'acier à force de nourrir quotidiennement sa compagnie. À présent, il voyait l'équipement américain accomplir en quelques minutes ce qui aurait demandé à son équipe des heures entières. Dans les camps de prisonniers américains, ce printemps, la 857, spécialistes culinaires allemands, furent intégrés aux opérations de cuisine, découvrant une efficacité industrielle qui dépassait leur imagination professionnelle. La cuisine du camp américain de Blanding, l'une des 155 grandes installations pour prisonniers à travers le pays, possédait des chambres froides, maintenant une température précise de 3 degrés, des fours à convection, capables de cuire 400 pains, simultanément des marmites à vapeur, contenant 300 litres de soupe et des lave-vaisselle automatiques traitant 8000 assiettes par heure. Ces machines n'étaient pas réservées aux installations d'officiers. Elles servèrent les réfectoires standards, nourrissant chaque jour des milliers d'hommes 3 fois par jour. Cette exposition systématique à la technologie culinaire américaine devint une forme de rééducation involontaire. Les registres du corps des intendants de l'armée indiquent que les spécialistes allemands reçurent une formation officielle sur le fonctionnement des équipements, les calendriers d'entretien et les normes d'hygiène américaines. Les journaux de cuisine du camp Blanding de mai 1943 montrent que les cuisiniers allemands complétèrent 42 heures d'initiation aux équipements avant leur affectation régulière, apprenant à manier des systèmes plus avancés que ceux des meilleurs hôtels d'Allemagne. Les livraisons de farine seule me laissaient stupéfait, écrivit plus tard Schmidt dans une lettre censurée mais conservée. Chaque lundi, la cuisine recevait 2700 kilos de farine blanche, 900 de sucre, 360 de beurre et des milliers d'œufs. En Allemagne, le beurre avait disparu des cuisines militaires depuis 1941. Ici, on se plaignait si la livraison arrivait avec un jour de retard. Ces livraisons hebdomadaires
à un seul camp de prisonniers dépassait les approvisionnements mensuels d'un régiment entier de la Wehrmacht à la même période. La structure organisationnelle des cuisines militaires américaines provoqua un profond choc culturel. Dans l'armée allemande, la préparation des repas maintenait des distinctions hiérarchiques strictes. Les officiers recevaient des repas nettement supérieurs à ceux des soldats, la quantité et la qualité des rations étant déterminées par le grade. Les cantines américaines, elles fonctionnaient selon des principes de nutrition standardisés, indépendamment du rang. Les registres des intendants montrent des allocations caloriques identiques du général au simple soldat, un minimum de 3400 calories par jour, pouvant aller jusqu'à 3800 pour les travaux lourds. Cette démocratie nutritionnelle s'étendait même aux prisonniers qui recevaient la même allocation de 3400 calories que leurs gardiens américains. Les examens médicaux du camp Blanding documentent une prise de poids moyenne de 5,5 kg par prisonnier au cours des 2 premiers mois, preuve d'une nutrition supérieure à celle du front. Cette égalité systématique de la distribution contredisait tout ce que les cuisiniers allemands avaient été formés à appliquer. L'échange de connaissances techniques se fit dans les deux sens. Les boulangers allemands enseignaient à leurs homologues américains les techniques traditionnelles du pain de seigle, tandis que les Américains leur montraient les méthodes de production de masse. Les registres de cuisine rapportent que les spécialistes allemands introduisirent des recettes de rations de campagne efficaces que les Américains adoptèrent ensuite pour leurs exercices d'entraînement. L'officier de cantine du camp Blanding nota dans son rapport de juin « Les boulangers allemands ont considérablement amélioré la qualité de notre pain, tout en apprenant nos techniques de production. » Cet échange mutuellement bénéfique était entièrement inattendu. L'ampleur des opérations américaines offrait chaque jour une leçon de capacité industrielle. La boulangerie centrale du camp Blanding produisait 11 000 pains par jour grâce à 6 maîtres boulangers allemands intégrés à son fonctionnement. Les chaudières industrielles à café brassaient 1900 litres chaque matin. Le poste de découpe de viande traitait 1450 kilos quotidiennement. Ces chiffres consignés dans les registres des intendants démontraient des capacités de production qui reléguaient les cuisines militaires allemandes à une échelle dérisoire. À l'été 1943, l'intégration était passée de la formation de base à la planification collaborative des menus. La percée survint lorsque le capitaine Thomas Williams, officier de cantine du camp Blanding, s'approcha de Werner Schmidt pour lui proposer de préparer des plats allemands traditionnels pour la cantine générale. « Nous avons remarqué que vos hommes ne finissent pas leur portion, » dit Williams selon plusieurs témoignages. Que préféreraient-ils? Cette simple question, tenir compte des préférences des prisonniers, plutôt que d'imposer des normes minimales, violait tous les principes de gestion des prisonniers que les cuisiniers allemands avaient appris. Plus choquant encore fut ce qui suivit. Quoi que vous proposiez, préparez-en assez pour tout le monde, y compris les gardes. Cette demande de nourrir chacun à parts égales, sans distinction de nationalité ni de statut, représenta le second choc transformateur. Les cuisiniers allemands formés à maintenir des distinctions hiérarchiques strictes à travers la nourriture se voyaient maintenant demander de démanteler ces distinctions, même grâce à leurs compétences culinaires. Juillet 1943, Camp Forest, Tennessee. L'Oberfeldwebel, Hans Bruckner, regardait avec perplexité le sergent américain de la cantine, lui ordonnait de servir le même ragoût de bœuf riche et parfumé aux prisonniers, comme aux gardes qui défilaient dans la file. Dans la Wehrmacht, les officiers recevaient de la viande, tandis que les simples soldats se contentaient d'une soupe de légumes
clair. Ici, des portions égales de 120 grammes de bœuf tendre étaient distribuées à tous les grades, et les seconds services étaient librement offerts à quiconque avait encore faim. La distinction entre gardiens et captifs s'effaça davantage lorsque les gardes américains et les prisonniers allemands s'assirent à des tables voisines pour consommer des repas identiques préparés par des cuisiniers allemands. Dans l'ensemble des camps américains, cet été-là, 723 spécialistes culinaires allemands furent témoins d'un système alimentaire qui démantelait méthodiquement leur conception de la hiérarchie militaire. Les registres du camp documentent des menus identiques servis aux officiers américains, aux gardes enrôlés et aux prisonniers allemands, 3400 calories quotidiennes, distribuées sans égard au rang ni à la nationalité. Ce seul fait contredisait des années de formation dans la Wehrmacht, où la qualité de la nourriture constituait le symbole le plus visible de la stratification militaire. Les pratiques de gestion des restes choquèrent les cuisiniers allemands plus que tout autre aspect des opérations américaines. Au camp Forrest, la procédure standard exigeait de jeter toute nourriture préparée, non consommée, après les repas, environ 135 kilos par jour, selon les registres de cuisine. Hans Bruckner refusa d'abord d'appliquer ce protocole après avoir passé des années à rationner des provisions insuffisantes sur le front russe. Son superviseur américain lui expliqua que les règlements sanitaires interdisaient de conserver certains aliments, mais Bruckner n'y voyait qu'un gaspillage impardonnable. Cette abondance nonchalante révélait la capacité productive américaine plus efficacement que n'importe quelle propagande. J'ai été formé à nourrir d'abord les officiers, puis les sous-officiers, puis les soldats, avec ce qui restait, écrivit Bruckner dans un journal conservé dans les archives de l'armée. Ici, on m'attend à ce que je serve des portions identiques à tous. Si un général et un soldat se présentent en même temps, aucun ne reçoit de traitement préférentiel. Cette égalité systématique démontrée à travers le service quotidien des repas constitua une rééducation plus puissante que n'importe quel programme officiel. Les journaux de cuisine d'août 1943 relatent la première journée de cuisine allemande au camp Forrest, où les prisonniers préparèrent des plats traditionnels pour l'ensemble de la population du camp. Les gardes américains firent la queue pour goûter au Sauerbraten au schnitzel et au ragoût roulé préparés par leurs anciens ennemis. L'événement dépassa toutes les attentes. Le personnel américain demanda que certaines spécialités allemandes soient ajoutées au menu régulier. Les archives militaires confirment qu'en octobre 1943, 86% des camps de prisonniers avaient intégré au moins une spécialité allemande dans leur plan de repas. Les examens médicaux menés cet automne-là par la Croix-Rouge internationale documentèrent des améliorations remarquables de la santé des prisonniers allemands. Le gain de poids moyen atteignit 8 kilos par homme après 6 mois dans les camps américains. Les analyses sanguines révélèrent une nutrition nettement améliorée par rapport aux niveaux observés lors de la capture. Ces progrès mesurables résultaient de régimes contenant quotidiennement protéines animales, produits laitiers, légumes frais et fruits des luxes disparus des rations militaires allemandes depuis des années. L'intégration culinaire s'accéléra lorsque les prisonniers commencèrent à consigner formellement leurs recettes. Les registres de cuisine du camp Forrest montrent que les cuisiniers allemands élaborèrent des manuels détaillés pour la préparation de plats américains de base comme le pain de maïs, la bouillie de maïs, gris et les pommes de terre rissolées, tandis que le personnel américain documentait les techniques allemandes
de fabrication efficace du pain de seigle et de conservation de la viande. Cet échange systématique de savoir-faire se fit par la coopération quotidienne plutôt que par un enseignement formel. La transformation personnelle de Hans Bruckner illustrait un schéma plus vaste. D'abord, réticent aux méthodes américaines, il adopta peu à peu leurs techniques d'efficacité tout en conservant les standards de qualité allemands. En septembre 1943, l'officier de cantine du camp Forest nomma Bruckner responsable de la boulangerie, supervisant à la fois le personnel allemand et américain. Cette transition du statut de prisonnier à celui de gestionnaire s'effectua sans changement de politique formelle. La nécessité pratique l'emporta simplement sur les barrières théoriques. Cette évolution du rôle de supervision suivit un modèle similaire dans l'ensemble des camps de prisonniers. La surveillance initiale exercée par les Américains céda progressivement la place à une autogestion allemande, à mesure que la confiance s'établissait par la coopération quotidienne. Les organigrammes des cuisines de la fin de 1943 montrent que les spécialistes culinaires allemands supervisaient les opérations essentielles dans 73% des grands camps, tandis que le personnel américain remplissait de plus en plus un rôle de coordination plutôt que de direction directe. Le tournant décisif eut lieu lors de l'évaluation d'efficacité du camp en novembre 1943. Les rapports d'inspection trimestriels constatèrent que les cuisines dirigées par des chefs allemands atteignaient ou dépassaient les normes de l'armée en matière de qualité de sécurité alimentaire et de gestion des ressources. Au lieu de revenir à une supervision stricte, les autorités américaines officialisèrent cet arrangement collaboratif. Le réfectoire du camp Forest produisant désormais 3 repas quotidiens pour 3000 personnes sous supervision majoritairement allemande reçut la note d'efficacité la plus élevée attribuée par les inspecteurs militaires. Cette reconnaissance officielle légitima ce que l'expérience pratique avait déjà démontré d'anciens ennemis pouvait créer des opérations plus efficaces par la coopération que par le contrôle hiérarchique. Octobre 1943, dans les champs de blé d'Oklahoma, entourant le camp Alva, le Halbfeldwebel, Franz Weiss, resta sans voix, en voyant la moissonneuse-batteuse découper une bande de 7 mètres à travers le blé doré battant, en un seul passage, plus de grains que la ferme bavaroise de sa famille n'en produisait durant toute une saison. Ce boulanger allemand, faisant partie d'une équipe de travail supervisée au service du système agricole américain, fut témoin d'une efficacité mécanique rendant presque obsolète la main-d'œuvre humaine. Une seule machine, conduite par un fermier, récoltait 80 hectares par jour, l'équivalent du travail de 200 hommes, selon les méthodes que Weiss connaissait. Cette exposition systématique au système de production alimentaire américain offrit aux spécialistes culinaires allemands une éducation complète sur la capacité industrielle du pays. Les archives du ministère de l'Agriculture indiquent que 2743 prisonniers allemands, ayant une expérience dans la production alimentaire, participèrent à des programmes agricoles supervisés vers la fin de 1943. Ces détachements de travail suivaient la nourriture du champ à la table, observant chaque étape de la chaîne d'approvisionnement qui rendait possible l'abondance américaine. Les écarts chiffrés étaient impossibles à ignorer. Les rendements américains de blé atteignaient en moyenne 17 boisseaux par acre, contre 12 en Allemagne. Une seule ferme laitière du Wisconsin fournissait quotidiennement 5700 litres de lait au camp McCoy, plus que ce que produisaient certaines communes allemandes en une semaine. Ces chiffres observés de visu, plutôt que rapportés par la propagande, démolissaient systématiquement la croyance allemande en une prétendue faiblesse productive américaine.
Plus révélatrices encore furent les visites dans les usines de transformation alimentaire. À Lusen-Heinz, près de Pittsburgh, les cuisiniers allemands virent des chaînes de production traiter 450 tonnes de tomates par jour en ketchup et sauce. L'usine de la Continental Baking Company à Indianapolis produisait 240 000 pains quotidiennement. Ces volumes dépassant la production entière de certains secteurs alimentaires, militaires allemands. Franz Weiss écrivit plus tard « Cette échelle faisait paraître nos meilleures installations comme des ateliers d'artisans. Leurs plus petites opérations surpassaient nos plus grandes. » La science nutritionnelle sous-jacente au protocole d'alimentation militaire américain constitua un autre choc. La nutrition de l'armée allemande s'était dégradée jusqu'à viser la survie minimale, environ 2400 calories quotidiennes pour un soldat de première ligne en 1943. Les normes américaines maintenaient au contraire des profils nutritionnels précis. 3400 calories contenant 100 grammes de protéines, un apport complet en vitamines et des groupes alimentaires équilibrés. Ces prescriptions n'étaient pas théoriques, mais appliquées quotidiennement sous les yeux du personnel culinaire allemand. Certains aliments symboliques eurent un impact psychologique particulier. Les œufs nécessitant une quantité importante de céréales pour l'alimentation des poules figuraient chaque jour sur les menus du petit déjeuner américain, environ 4,2 millions étant servis chaque semaine dans les camps de prisonniers. Des agrumes frais provenant de Floride et de Californie arrivaient chaque semaine dans les camps, à travers tout le pays, malgré les difficultés logistiques imposées par la guerre. Ces aliments de luxe distribués avec désinvolture démontraient une abondance de ressources dépassant toute compréhension allemande. L'environnement collaboratif des cuisines favorisa une innovation culinaire inattendue. Les registres de l'hiver 1943-44 mentionnent l'apparition dans les menus des camps de plats, hybrides germano-américains, salade de pommes de terre à l'allemande, utilisant l'abondance américaine de mayonnaise, saucisses traditionnelles, adaptées aux épices disponibles, strudel aux pommes, modifiées pour la production de masse. Les archives du Camp Alva signalent 15 nouvelles recettes, issues de cette collaboration interculturelle, plus tard intégrée dans les rotations standards de l'armée. En décembre 1943, les spécialistes culinaires allemands commencèrent à demander la permission de consigner les techniques américaines en vue d'une application après-guerre. Cette transition marqua un tournant décisif, la reconnaissance que les méthodes américaines représentaient non seulement un avantage en temps de guerre, mais une avancée fondamentale. Franz Weiss et d'autres se mirent à consigner systématiquement les caractéristiques des équipements, les méthodes de production et les approches organisationnelles, contredisant tout ce qu'ils avaient jusqu'alors considéré comme des vérités culinaires. Janvier 1944, camp Shelby, Mississippi. L'unterofficier Max Hoffmann replia soigneusement la lettre censurée à sa femme à Munich, ayant pris soin de décrire les opérations de cuisine américaine sans éveiller les soupçons de censure. « Le pain ici contient des œufs et du lait », écrivit-il, sachant qu'elle comprendrait le luxe impossible que cela représentait dans une Allemagne ravagée par la guerre. « Hier, j'ai préparé 200 litres de pudding au chocolat avec du vrai cacao. » Ces détails culinaires, en apparence anodins, multipliés dans des milliers de lettres de cuisiniers allemands à leurs familles, sapèrent systématiquement la propagande nazie sur la prétendue misère américaine bien plus efficacement que n'importe quelle émission alliée. La transformation physique documentée des prisonniers allemands constituait une preuve irréfutable de l'abondance américaine. Les dossiers médicaux du camp Shelby montrent une prise de poids, moyenne de 10 kilos par prisonnier,
après 9 mois de captivité. Les examens trimestriels rapportèrent une amélioration de la masse musculaire, une réduction des carences en vitamines et une normalisation des valeurs sanguines chez 97% des prisonniers. À la mi-1944, ces progrès ne résultèrent pas d'un traitement de faveur, mais de la nutrition militaire américaine standard, prouvant que ce que les Allemands considéraient comme un luxe était pour les Américains une exigence de base. Pâques 1944 apporta une révélation culturelle profonde lorsque les administrateurs du camp encouragèrent les cuisiniers allemands à préparer des repas traditionnels pour les fêtes au camp Shelby. Les registres de cuisine indiquant que les équipes culinaires allemandes reçurent 180 kg de jambon, 150 douzaines d'œufs, 135 kg de pommes de terre et 34 kg de beurre pour préparer un festin pascal allemand pour 2000 prisonniers. L'allocation décontractée de ressources, notamment les œufs et le beurre, encore strictement rationnés, en Allemagne démontrait une abondance systématique que nulle idéologie ne pouvait plus nier. Les liens avec les producteurs agricoles locaux élargirent encore les horizons culinaires des prisonniers. Les fermiers du Mississippi visitaient régulièrement le camp Shelby, établissant des relations professionnelles avec les cuisiniers allemands qui utilisaient leurs produits. Les registres mentionnent des producteurs de fraises livrant 90 kilos par jour pendant la récolte des éleveurs de volailles, fournissant 500 poulets chaque semaine, et des exploitations laitières livrant 1100 litres de crème fraîche par mois. Ces échanges directs humanisèrent l'expérience des prisonniers, tout en illustrant la puissance agricole américaine. Les inspections de la Croix-Rouge internationale apportèrent une validation extérieure des arrangements culinaires uniques. Un rapport de mars 1944 salua spécifiquement l'intégration inhabituelle et efficace des spécialistes culinaires prisonniers dans les opérations du camp, notant que cette approche améliorait considérablement le moral, tout en procurant des avantages nutritionnels dépassant les exigences de la Convention. Le rapport indiquait que des cuisiniers allemands occupaient des postes de responsabilité importantes dans 82% des établissements inspectés. Le concours culinaire organisé au camp Shelby en juin 1944 marqua la transformation complète d'anciens adversaires en collègues. Les équipes américaines et allemandes rivalisèrent pour créer les meilleurs plats en utilisant des ingrédients identiques. Les registres de cuisine rapportent la création de 37 préparations distinctes à partir des provisions militaires standards. Les participants allemands rapportèrent plus tard que cet événement jugé par des restaurateurs locaux et des officiers militaires avait constitué un tournant décisif dans l'établissement d'un respect professionnel mutuel transcendant la dynamique traditionnelle entre prisonniers et gardiens. À l'automne 1944, les spécialistes culinaires allemands commencèrent à demander la permission de consigner systématiquement les techniques américaines. Max Hoffmann et 5 autres chefs formés au camp Shelby reçurent l'autorisation de compiler un manuel complet sur les méthodes de cuisine institutionnelle américaines, incluant les spécifications des équipements, les systèmes d'organisation et les techniques de production de masse. Ce document de 212 pages conservé dans les archives militaires révèle une transformation idéologique totale. Les anciens soldats nazis y décrivirent avec minutie les méthodes américaines non plus comme des pratiques ennemies, mais comme des progrès professionnels qu'ils espéraient appliquer dans l'Allemagne d'après-guerre. La confirmation finale de cette transformation psychologique provint d'entretiens confidentiels menés par les officiers du renseignement de l'armée américaine. Les transcriptions de ces séances montrent que les spécialistes culinaires allemands
identifiait désormais l'abondance américaine, non comme de la propagande, mais comme le fruit d'une réussite industrielle systématique. Un chef allemand, expérimenté, déclara « Je cuisine professionnellement depuis 22 ans. Ce que j'ai vu ici n'est pas seulement une différence d'équipement, c'est une philosophie entièrement différente sur la manière de nourrir les gens. » Avril 1946, port de New York. Karl Müller serrait dans ses bras son carnet soigneusement conservé, contenant 142 recettes américaines, des spécifications d'équipement et des systèmes d'organisation, tandis qu'il embarquait sur le navire qui le ramènerait en Allemagne. L'ancien boulanger de la Wehrmacht n'était pas seul. Les archives militaires confirment que 96% des spécialistes culinaires allemands quittèrent la captivité américaine avec des documents techniques sur les méthodes américaines. Certains transportaient de simples fiches de recettes, tandis que d'autres, comme Müller, avaient compilé de véritables manuels professionnels. Les autorités américaines, conscientes du potentiel de reconstruction que représentaient ces connaissances, autorisèrent le transfert de ces documents culinaires, alors même que la plupart des matériels techniques étaient soumis à des restrictions. Dans toute l'Allemagne d'après-guerre, entre 1947 et 1955, les restaurants ouverts par d'anciens cuisiniers, prisonniers, appliquèrent systématiquement les techniques de cuisine institutionnelle américaine dans un cadre civil. L'American Schnell Restaurant, restaurant rapide américain, ouvert à Munich en 1949 par Werner Schmidt, ancien boulanger du camp Blanding, présentait des cuisines ouvertes, des méthodes de préparation rationalisées et des portions standardisées, des pratiques jusqu'alors inconnues dans la restauration allemande. Les registres commerciaux indiquent que ce restaurant servait 3400 repas par jour en 1952, un volume impossible à atteindre sans les techniques de production de masse inspirées des modèles américains. L'impact statistique apparaît clairement dans les archives économiques de l'Allemagne de l'Ouest durant la période du Wirtschaftswunder, le miracle économique. En 1965, les restaurants fondés par d'anciens prisonniers de guerre employaient environ 27 000 travailleurs, généraient 312 millions de marks allemands de chiffre d'affaires annuel et avaient formé près de 7 400 apprentis aux techniques culinaires hybrides germano-américaines. Ces chiffres ne reflètent mais pas seulement une réussite commerciale, mais un transfert de savoir systémique des cuisines de camps de prisonniers vers l'économie civile. Certaines techniques américaines transformèrent durablement la restauration commerciale allemande, les recettes standardisées, avec mesures précises, remplacèrent les méthodes approximatives traditionnelles. Les principes d'organisation industrielle, préparation par poste, traitement parallèle, service en chaîne, doublèrent la capacité de production des établissements qui les adoptèrent. Les normes d'hygiène, apprises dans les camps, dépassaient les réglementations allemandes existantes. D'anciens prisonniers les appliquaient souvent, avant même qu'elles ne deviennent officielles. Les connexions professionnelles transatlantiques, établies pendant la captivité, se poursuivirent pendant des décennies. La correspondance commerciale conservée dans les archives d'entreprises montre que de nombreux restaurateurs allemands maintinrent le contact avec leurs anciens superviseurs américains. Max Hoffmann, l'ancien cuisinier du camp Shelby, échangea 137 lettres avec des restaurants du Mississippi entre 1947 et 1971, documentant un échange professionnel continu. Ces relations facilitèrent l'achat d'équipements, l'approvisionnement en ingrédients et même des échanges de personnel. La portée historique de ce transfert culinaire dépasse largement le domaine de la restauration. Les anciens cuisiniers prisonniers, ayant intégré les services de restauration institutionnels hôpitaux, écoles-cantines d'entreprises
y appliquèrent les méthodes systématiques américaines, augmentant considérablement l'efficacité. Les registres du ministère de la Santé de 1958 montrent que les hôpitaux dirigés par d'anciens responsables de cuisine de camp servèrent des repas à 47% de coûts inférieurs, tout en maintenant des normes nutritionnelles supérieures aux pratiques traditionnelles. Des preuves modernes de cette transformation demeurent visibles dans la restauration allemande contemporaine. Le système de cafétérias universitaires, Mensa, réorganisé dans les années 1950, porte une influence évidente du modèle institutionnel américain, service en libre accès, portions standardisées et circuits de distribution efficaces directement inspirés des expériences de camps de prisonniers. L'équipement de restauration fabriqué en Allemagne après-guerre suivit de plus en plus les spécifications américaines documentées par les prisonniers rentrés au pays. L'histoire boucle sa boucle avec Karl Müller qui ouvrit en 1948 à Munich l'Amerikanische Bäckerei, la boulangerie américaine. Son atelier introduisit en Allemagne la production continue de pain à prise au camp Crossville, produisant 1200 miches par jour avec seulement 3 employés, une efficacité sans précédent dans l'Allemagne d'après-guerre. Müller déclara plus tard « Je suis arrivé en Amérique en soldat nazi, convaincu de la supériorité allemande. Je suis revenu en sachant que la vraie force réside dans l'abondance partagée par tous. Les Américains ne m'ont pas seulement appris à cuire différemment, ils m'ont montré qu'un autre monde était possible.